Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Il s'agit de la deuxième édition pour 2024. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et aujourd'hui, on va parler politique, mais aussi et surtout donc, des relations internationales. Donc, par rapport à Haïti, notamment à la crise sociopolitique que vit le pays aujourd'hui. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui le docteur Glaudel Mézilas. Il est auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, dont des sujets parlant d'Haïti. On va en parler également avec lui qui est avec nous sur le plateau de Métropole. Professeur docteur Glaudel Mézilas, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Auguste, et bonjour à le personnel de la radio Télémétropole. Et je vous souhaite heureuse année 2024. Et je salue également tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est un immense plaisir pour moi d'être votre invité ce matin pour aborder la crise haïtienne et des questions internationales et à partir de la sociologie politique. Évidemment, nous vous le rappelons, bien nous le rappelons à tous et à toutes que vous êtes auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, notamment des sujets parlant d'Haïti. C'est très prolifique, et donc de votre part. Oui, bien sûr, vous pouvez constater derrière moi en vertical, il y a environ 13 ouvrages que j'écris, et 9 en français et 3 en espagnol, et un ouvrage en anglais et avec d'autres auteurs américains. Donc, cet ouvrage a pour titre « Haïti, les questions qui préoccupent ». C'est une réflexion sur la crise politique, économique, sociale. Et qu'est-ce qu'une crise? Une réflexion méthodologique sur la crise. Il y a d'autres ouvrages qui portent sur l'Amérique latine. Et je vais décrire aussi un ouvrage sur la question haïtienne dominicaine et critique de la raison dominicaine. C'est mon dernier ouvrage et qui aborde les fondements idéologiques de la pensée dominicaine sur Haïti. Il y a plusieurs ouvrages aussi sur l'Amérique latine, sur Jean Prasmas, sur Antonio Firmet. Et donc, c'est un immense plaisir pour moi de faire ce travail pour le pays et surtout pour le peuple haïtien. En effet, pour vous entendre, professeur Glaudel Mézilas, je dirais un petit mot très élogieux à votre égard. Vous êtes un livre en folie, à vous seul. Une fois du livre en folie. C'était juste pour faire une transition rapide pour vous poser cette question. Donc, sur un de vos ouvrages, peut-être également, qu'est-ce qu'une crise? D'abord, mais ensuite, c'est quoi, selon vous, la crise haïtienne, professeur Glaudel Mézilas? Eh bien, la crise haïtienne, c'est d'abord une crise du lien social, une crise du système national, du système social. Et elle est permanente, comme on peut le constater, parce que tout simplement, la question fondamentale n'est pas résolue, c'est-à-dire comment est pensée la communauté nationale en termes politiques, comment organiser le système politique qui doit avoir au moins 3 éléments, des normes, des institutions et des pratiques. C'est-à-dire la crise haïtienne tourne autour de 3 éléments. Une crise normative en termes juridico-politiques, une crise institutionnelle et une crise de culture politique. Donc ce sont les 3 éléments qu'on peut mobiliser à partir de la sociologie politique pour comprendre cette crise. Donc elle est permanente parce que tout simplement, le lien social est en crise. On n'a jamais pensé le lien social après 1804. Donc il y a eu la formation de l'État haïtien et qui est encore en crise, mais la question de la communauté nationale, qui sommes-nous? Eh bien, c'est une question qui est encore ouverte. Donc il y a plusieurs récits, plusieurs discours sur le lien social. Donc la crise est fondamentalement une crise de communauté nationale, une crise du lien social. C'est pourquoi au niveau politique, il est difficile de résoudre la crise parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous n'arrivons pas à penser le lien social, le lien national. Et c'est aussi cela qui rend possible l'intervention étrangère. Parce que quand il n'y a pas un lien social, un tissu national
bien organisé, eh bien, il prête le flanc aux interventions étrangères, comme au XIXe siècle. Donc la crise haïtienne, c'est une crise symbolique, une crise anthropologique, une crise de l'homme haïtien qui est incapable de penser les institutions politiques en termes normatifs, en termes de culture politique. Est-ce que là, professeur Mézilas, vous êtes en train de nous parler du bovarisme de Jean Price-Mars, le déni de soi, donc où l'haïtien, l'homme ou la femme politique d'Haïti n'arrive pas à s'identifier à lui-même ou à elle-même, ce que vous parlez notamment de crise de normes, d'institutions, de pratiques, mais aussi et surtout de culture politique? Oui, bien sûr, il faut dire que je viens de contribuer à un ouvrage et publié sur Jean Price-Mars. C'est M. Pierre Buteau et directeur Guy-Marie-Louis qui l'ont coordonné sur toute la pensée de Price-Mars. Et aussi, j'ai publié cet ouvrage-là et sur Price-Mars, c'est-à-dire qu'il parle, en 1918, Price-Mars a écrit un ouvrage, La vocation de l'élite. Il montre que c'est l'élite qui est responsable de la misère du pays parce que l'élite reproduit les schémas coloniaux. Donc, c'est l'élite qui est responsable. Et en 1883, Edmond Paul a écrit un ouvrage qui a pour titre « Les causes de nos malheurs, appel au peuple ». Il a dit que ce sont les dirigeants haïtiens qui sont responsables de la crise haïtienne. Et ensuite, en 1970, Développement de l'homme a écrit un ouvrage qui a pour titre « Les théoriciens au pouvoir ». Il a dit que la politique est une chose très difficile. Donc la crise haïtienne, elle a une profondeur anthropologique, symbolique, mais elle a une expression politique, parce que les dirigeants politiques sont incapables de penser le lien social. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est depuis le 19e siècle, avec des droits de l'homme, Antenor Fumé. Par exemple, c'est très important de le rappeler, dans son ouvrage « Haïti et ses visiteurs », Lucien Juvet a dit que l'opposition haïtienne est responsable de la crise du pays. Par exemple, c'est elle qui a rendu la séparation du pays avec la République dominicaine. Donc, parce que tout simplement, on n'a pas un système politique. Donc, je ne critique pas actuellement l'opposition, mais je rappelle ce qu'avait dit le 9 janvier. L'opposition a rendu la séparation du pays sous-boyée, l'opposition a rendu, en quelque sorte, ce désastre national. Mais aussi, c'est globalement tout le système politique et qui est problématique. C'est pourquoi je pense que la sociologie politique peut nous aider à comprendre le problème du pays, puisque lui-même, Edmond Paul, a dit dans son ouvrage « La cause du peuple et les causes de nos malheurs, sans culture, sans science, eh bien, le pays est foutu. » Donc, on a besoin de la sociologie politique, de la science politique, des sciences sociales pour penser le drame haïtien. On fait un peu de théorie politique aujourd'hui sur le plateau avec vous. Si l'on prend de 1957 à 2024, rares sont les hommes et les femmes qui sont arrivés au pouvoir, qui ont eu une culture politique, donc une pratique politique, c'est-à-dire des hommes qui ont eu, ou des femmes qui ont eu un parcours politique dans un parti et qui ont milité réellement avec vraiment des rêves de pouvoir au premier degré ou qui étaient prévisibles quand on parle politique aussi. Il n'y a pas de génération spontanée, dit-on. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci peut être également à la base du malheur du pays? Oui, bien sûr, c'est très important. C'est un manque de culture politique, de théorie politique, d'institutions politiques. Je vous rappelle immédiatement que en 1872, un Français, Émile Boutmy, a créé l'école libre de sciences politiques à Paris, parce que la France avait perdu sa guerre face à l'Allemagne en 1870. Donc, pour penser la crise française, le désastre français, Émile Boutou a créé l'école de sciences politiques à Paris. Donc, on a dit que c'est une réponse académique qu'il a faite. Donc, malheureusement, chez nous, donc, on n'a pas cette culture d'institutionnalisation du politique. Et c'est la raison pour laquelle nous partons aujourd'hui de cette crise-là. Et je pense que la culture politique est fondamentale. Mais qu'est-ce que la culture politique? La culture politique, ce sont les comportements, les attitudes, les principes, les normes devant permettre aux gens de vivre les institutions politiques, les normes politiques. Parce que pour que le système politique fonctionne, il doit avoir deux éléments fondamentaux. C'est d'abord, ce sont les institutions politiques, et de notre côté, la culture politique. Donc la culture politique doit accompagner les institutions politiques. Donc non seulement il y a une crise d'institutions politiques, il y a une crise de culture politique. Et la culture politique a trois éléments. Elle a une dimension cognitive, un ensemble de connaissances que nous avons sur la réalité. Elle a une dimension appréciative, notre capacité à apprécier la réalité politique, et une dimension pratique en termes de comportement et en termes de passion. Donc malheureusement, ces trois dimensions de la culture politique font défaut. Mais c'est tout le système qui est en crise. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une refondation
et systématique du politique haïtien. Comme journaliste, docteur Claudel Mézilas, il y a de ces expériences que nous avons faites, par exemple. Lors des dernières discussions à l'hôtel Montana, tous les journalistes étaient présents, mais on sait le voir dans certains pays, on en parle comme si l'on était dans un rêve, comme une forme d'imagination ordinaire ou extraordinaire, s'il le faut. Lors de ces grandes rencontres, on sait voir les leaders politiques se présenter, s'exprimer face à la presse, donner des explications sur le déroulement de la chose. Nous-mêmes, comme journalistes, il fallait être un peu, si vous voulez, vigilants, audacieux, peut-être entreprenants aussi, pour trouver un petit mot d'un leader X ou d'un leader Y. C'est comme si ces leaders politiques qui étaient là vous faisaient ou vous feraient une faveur à s'adresser à vous, alors qu'en s'adressant à vous, ils s'adressent à la population. C'est-à-dire, il y a cette forme d'irrespect des leaders politiques face à la population en ce sens. Manque de communication de manière globale, de l'opposition d'une part et des tenants du pouvoir d'autre part. Est-ce que tout ceci ne fait pas partie aussi de ce manque de culture politique, la théâtralité en politique qui est aussi un facteur déterminant donc, de la gouvernance? Oui, non seulement vous avez tout à fait raison, ça fait preuve de manque de culture politique, mais ça surtout fait preuve, et c'est très important, que la politique en Haïti n'est pas professionnalisée. Ce n'est pas une activité professionnelle, c'est une activité d'amateurisme. Or, c'est là toute la crise du pays. Parce que la politique moderne est une politique professionnalisée. C'est pourquoi on parle des institutions, l'état de droit, les institutions, le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les partis politiques. Donc la politique, dans sa dynamique moderne de fonctionnement, elle doit être professionnelle. Et c'est pourquoi un grand sociologue allemand, Max Weber, il dit la politique est une sorte de profession. C'est-à-dire que, à partir de la modernité, et donc, ce ne sont plus les citoyens qui dirigent, qui participent au pouvoir. Parce que dans l'Antiquité grecque, rapidement, permettez-moi de vous rappeler que chez les Grecs, tout le monde participait aux politiques. La politique n'était pas une activité professionnelle. Donc, on allait à l'agora, on participait aux discussions. Mais dans la modernité, on a changé la notion de citoyenneté. Donc, dans la modernité, les citoyens ne dirigent pas, mais ils participent à des élections. Donc, ceux qui dirigent, ce sont les professionnels, d'où les institutions politiques. Donc, autrement dit, la politique devient professionnelle. C'est pourquoi on crée les partis politiques, on crée des élections, on crée des mécanismes de participation citoyenne. Donc, malheureusement, chez nous, donc, la modernité politique ne s'installe pas parce que tout simplement, on a copié le modèle institutionnel occidental européen, mais sans être en mesure de l'assimiler. Donc, c'est la tension. Il y a une tension en Haïti, la tension dialectique, la tradition, les pratiques traditionnelles, et de l'autre côté, la modernité. Donc, la crise politique peut être comprise comme une crise qui s'inscrit dans une dialectique entre tradition et modernité. Mais si vous dites que vous voulez faire l'État, vous voulez avoir des élections, Parlement, partis politiques, débats politiques, eh bien, il faut que vous ayez la culture politique moderne. Par exemple, on parle de démocratie libérale, on parle d'élections. Et c'est là tout le problème. Par exemple, permettez-moi de vous rappeler que la première crise que le pays a connue après la mort de Dessalines en 1806, c'était une crise électorale. Pétion a organisé des élections frauduleuses pour Christophe, qui ne sont pas acceptées. Donc, l'État haïtien, l'espace politique haïtien n'a pas assimilé les principes de la modernité politique, alors qu'on dit qu'il faut être de la modernité politique, on dit qu'il faut des élections, il faut de la démocratie, il faut les partis politiques. Parce que les partis politiques sont l'expression de la modernité politique, mais ils ont une manière de fonctionner. Malheureusement, leur fonctionnement ne répond pas à cette logique de la culture politique moderne. C'est ça toute cette contradiction. C'est pourquoi nous sommes dans cette crise profonde. Maintenant, il est dit que les exemples vivants sont de notre pouvoir, et docteur Claudel Mézilas. Donc, vous avez l'impression que cette pensée de Corneille n'atteint pas l'oreille de la classe politique haïtienne. Pourquoi? On voit les États-Unis se sont donné la main à Cuba, après plus de 50 ans d'une forme de guerre froide, si on l'appelle comme ça. On voit au Venezuela, il y a eu des délégations américaines qui sont allées discuter, certainement pour défendre les intérêts du pays, etc., ou des pays. Il y a quand même aujourd'hui des couloirs diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie. Entre Israël et Hamas, c'est vrai, il y a cette guerre, mais il y a quand même
ce couloir diplomatique qui existe, l'ONU intervient à chaque fois. Mais en Haïti, on dirait que les acteurs, quand ils se parlent, c'est pour ne pas s'entendre. Quand ils se rencontrent, c'est pour sortir avec, si vous voulez, des non-réponses, des réponses ou une réponse qui n'en est pas une. Même le commun des mortels peut prévoir l'action d'un homme ou d'une femme politique en Haïti. Oui, donc c'est clair, et c'est pourquoi il nous faut une nouvelle classe politique, une nouvelle culture politique, refonder les institutions politiques du pays pour qu'il y ait véritablement une assimilation et des pratiques politiques modernes capables de mettre le pays sur les voies du progrès. Et par exemple, vous avez bien fait de mentionner ces cas, parce que tout simplement, de ces pays, il y a d'abord l'intérêt national. Donc l'intérêt national doit être préservé au-delà des différences politiques. Et par exemple, on disait dans le passé, le premier ministre de la Grèce, c'est la Grèce elle-même. Le premier ministre d'Haïti doit être Haïti, c'est-à-dire qu'il faut qu'au-delà des divergences, des différences, on défende l'intérêt national. Et l'intérêt national doit être au centre des discussions et des intérêts politiques. C'est pourquoi, malgré toutes les difficultés que nous constatons, je pense que la meilleure solution à la crise actuelle, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la négociation. Donc, je pense que théoriquement et pratiquement ou pragmatiquement, le pouvoir et l'opposition devraient s'ingénier à trouver un modus operandi à travers le dialogue, à travers la discussion, comme mécanisme de résolution du conflit. Parce que, par exemple, beaucoup de gens parlent de révolution de crise. Toutes sociétés ont été fondées sur la base d'une révolution, d'une violence. La France a fait la révolution de 1789, puis on a construit. La révolution américaine de 1776, la révolution d'octobre de 1917, la révolution cubaine. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se mettre à construire. Donc je pense que la voie idéale pour sortir de cette crise, c'est la négociation, c'est la discussion, c'est le dialogue, malgré les réticences des acteurs. Et donc, je pense que c'est l'élément fondamental. Même dans toute l'histoire de la pensée politique, toute la grande société, au Japon au 19e siècle, la Chine, par exemple, donc c'est ce qui a permis aux sociétés de sortir des marasmes, de sortir de la stagnation. Donc, c'est le dialogue, c'est la discussion. D'ailleurs, il y a un grand philosophe allemand qui s'appelle Eugen Habermas. Il parle de l'agir communicationnel, c'est-à-dire parce que c'est le dialogue, c'est la discussion, ou en termes africains, ce sont les palabres, c'est-à-dire c'est le débat. Donc je pense que malgré les problèmes auxquels on est confronté, donc moi j'encourage, et c'est un vœu de citoyen, j'encourage les interlocuteurs à s'engager dans le dialogue, de la discussion pour résoudre les problèmes du pays. Vous parlez de dialogue, vous parlez de consensus, de discussion, et professeur Glaudel Mézilas, vous savez, les mots, au-delà de leur définition première, donc classique, théorique, s'il le faut, ont aussi une charge culturelle, sociologique. Vous savez, le mot dialogue, consensus, discussion en Haïti, veut dire bien d'autres choses. Par exemple, c'est entrer dans une salle et pour ne rien régler, se rencontrer pour ne rien trouver. Et il y a un ambassadeur suisse qui disait, dans un consensus, tout le monde ne peut pas repartir heureux. Il y aura toujours un peu de contentement, mais aussi et surtout un peu de mécontentement. On a l'impression que le mot consensus en Haïti veut dire quelque chose d'autre et dialoguer veut dire discuter pour ne rien trouver dans notre pays. Voici la charge sociologique ou psychologique ou culturelle que charrient ces mots aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et donc c'est pourquoi moi-même je pense que comme nous sommes au début de l'année et nous venons de célébrer, de commémorer les 220 ans d'indépendance du pays, donc je pense qu'il faut que les hommes politiques retrouvent la mystique haïtienne, la mystique de la fondation haïtienne, parce que Haïti a été fondé sur une mystique de l'unité, c'est un mythe, c'est-à-dire que 1804, c'est un mythe, c'est une mystique, c'est une métaphysique, c'est une ontologie, c'est une anthropologie, donc c'est une vision du vivre ensemble qui a été construite à un moment déterminé, c'est ce qui a donné lieu à l'indépendance. Et c'est très important parce que cette indépendance n'aurait pas été possible sans cette unité mystique, mythique profonde, donc qui a mis tout le monde ensemble pour lancer la guerre de libération.
Donc malheureusement, le comportement politique en Haïti doit trahir cette profondeur de cette profondeur de l'influence haïtienne, de la révolution haïtienne. Cette révolution, rapidement, je dois dire, elle a une dimension morale. C'est une révolution éthique parce que cette révolution a aidé les autres peuples. C'est-à-dire Haïti c'est le premier peuple moral dans l'histoire moderne. Parce qu'après sa révolution, elle essaie de répandre ces idéaux révolutionnaires en Amérique latine, en Europe. Ce que n'ont pas fait les États-Unis. Les États-Unis ont fait leur révolution, ils se sont mis à construire le pays. Donc Haïti a aidé l'Amérique latine et tout le monde. Et la révolution haïtienne, c'est une révolution culturelle. Elle a libéré la culture opprimée. La révolution haïtienne a anticipé l'émergence du tiers-monde. Donc, la révolution haïtienne, c'est un nouveau concept d'humanité. C'est avec la révolution haïtienne que les droits de l'homme se sont universalisés. Avant, les droits de l'homme, c'était pour les hommes blancs en Europe. Ce n'était pas pour les Noirs d'Afrique. C'est la révolution haïtienne donc, qui a universalisé la notion de droits de l'homme. La révolution haïtienne est une révolution antisystémique. Elle a remis en question tout le système colonial raciste de l'époque. Elle a ouvert la voie à une nouvelle dynamique culturelle, à une nouvelle dynamique historique. Donc la révolution haïtienne, c'est une révolution anthropologique, une nouvelle conception de l'homme, une nouvelle conception de la liberté, de la dignité humaine. Ce qui est au cœur de la révolution haïtienne, c'est la dignité humaine. C'est pourquoi tout le monde qui arrivait en Haïti à l'époque, eh bien, se considérait comme citoyen. Je vous rappelle quelque chose rapidement. Donc, en 1816, il y avait, je crois que deux citoyens jamaïcains qui arrivaient en Haïti. Eh bien, le gouverneur de la Jamaïque demandait au président Pétion que ces gens retournent à la Jamaïque. Pétion leur disait, non, ce sont des Haïtiens, ils sont arrivés en Haïti. Donc, la terre d'Haïti est une terre mystique, une terre métaphysique, une terre mythique. Donc, il faudrait que les hommes politiques reconnaissent ça et qu'ils parviennent à trouver le dialogue pour sauver le pays. Mais sans le dialogue, le pays est foutu. Donc, il faut que tout le monde fasse partie du dialogue. Il n'y a pas question de noirs, de mulâtres, de blancs, etc., de pauvres. Non, il faut retrouver l'unité mystique, métaphysique, théologique profonde de la culture haïtienne. D'ailleurs, la cérémonie du bois caïman est fondamentalement une cérémonie mystique, mythique, sacrale. Donc, il faut retrouver la dimension sacrale, mystique et mythique de l'histoire d'Haïti pour la sortir de ce marasme. Donc je pense que c'est ce que doivent faire tous les hommes politiques actuellement, au-delà de leurs différences. Au moins, il faut penser pays. Maintenant, il faut penser le pays. C'est là, dit que penser pays, c'est penser l'avenir du pays, parce que nous constatons qu'il y a un dépeuplement démographique. Des gens vont ailleurs. On va au Brésil, alors que au 19e siècle, Haïti ne voulait pas émigrer d'ailleurs. Louis Janvier a dit que, c'est très important, je le rappelle, il a dit au 19e siècle que les Haïtiens n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis parce que les Noirs qui y vivent sont comme des Juifs au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y avait une pensée anti-migration en Haïti à la fin du XXe siècle parce que le pays, on pouvait y vivre. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Je crois que si je ne me trompe pas, en 1902, on a pris un décret contre la migration. On n'a pas voulu. Il y avait trop de gens qui arrivaient dans le pays, donc on prenait une loi contre la migration. C'est que Haïti, c'est une grande terre, une terre de puissance mystique, mythique, théologique, métaphysique. Donc je pense qu'il faut qu'au début de cette année, on retrouve cette dimension mystique, mythique, métaphysique, théologique du pays. On a compris, et professeur Glaudel Mézelas, et ce qu'on a retenu aussi, c'est que, selon vous, il manque une culture politique aux acteurs du pays, que ce soit ceux-là qui évoluent dans la politique à proprement parler, mais dans d'autres sphères d'activité donc socio culturelle, socio-économique donc d'Haïti. Et l'autre chose que l'on retient aussi, c'est que la dignité humaine était au cœur de la révolution d'Haïti, mais la déduction que l'on peut faire aujourd'hui, le peuple vit dans l'indignité, surtout face à cette vague de criminalité qui prend tout en otage. À la seconde partie de la rubrique Le Point, on parlera encore politique, mais on fera un peu d'actualité. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous voyez dans vos lunettes pour 2024 sur le plan politique, économique, voire sécuritaire? C'est ce dont on parlera à la seconde tranche. Donc, de la rubrique Le Point, merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole. C'est le temps de la pause. Madame, Monsieur, nous reviendrons dans un instant pour la suite de la rubrique Le Point. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.
Rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Lorsque nous étions petits, on t'a dit que pour étudier, on a réussi. Il y a un petit proverbe qui veut juin, prépare octobre, etc., qui veut son respect, se le procure. De petites déclarations que parents nous qu'on fait nous grandir avec eux, qui baillent nous une forme de culture qui dit nous que si nous voulons réussir, il faut que c'est travail pour nous travailler. L'on pas fait moyenne pour le trimestre, ou étudier plus pour faire moyenne, une moyenne qui est amplement suffisante pour couvrir moyenne qu'on pas de faire premier trimestre, sous deuxième trimestre, etc., etc. Et jeunes qui suivent là, et parents qui ont gagné, ça a comme notion, songer ça. Mais nous avons l'impression que les exemples que nous avons gagnés dans la société, c'est des gens qui échouent quelque part, même visiblement, ou qui apprennent et sortent. Un exemple ordinaire, nous voyons dans certains pays, lorsqu'il y a un gros scandale sur le plan sécuritaire, chef police a démissionné. Il met place à un lot, si quelque part non les cités, il dit, il mettait à la disposition de la justice. Il en est de même pour tous les autres ministères. Sur la santé, il y a un gros scandale sur la santé, ministre de la justice démissionné. C'est-à-dire, il y a des gens qui payent pour ça fait là. Vous avez l'impression qu'en Haïti, plus il y a des gens qui patauger dans l'échec, et c'est plus il apprend et sort. Ce qui, pour un peu de monde, mais pour nous-mêmes, cette génération, un mauvais exemple, d'après vous, professeur Mézilas. Oui, c'est ça lui-même. C'est paradoxal qui, dans un pays, monde qui, surtout prend essor, c'est monde qui militant, c'est monde qui violent, qui agressif, monde qui ne monde pas, monde qui. C'est pas monde et généralement qui formé. Et après dans les autres pays, côté école qui prépare les politiciens, prépare les institutions, mais ça qui fait société, c'est formation, c'est bureaucratie institutionnelle, académique. Donc c'est lui qui fondé. Donc malheureusement c'est paradoxal. Et par exemple, et moi appelez-moi, et après Japon fait la révolution de 1868, eh bien monde qui a l'administration japonaise, c'est l'université Tokyo. C'est tout le monde seulement faut passer dans l'université Tokyo pour l'administration. Donc, il a dit que c'est ça paradoxe qui gagne. Et moi, je pense que tout, et ça lié à la base. Ça qu'à la base, ça, c'est que les pays n'est pas une modernisation ou développement économique. Mais toute société, peut capable de vivre plus ou moins organisée, même politiquement, socialement, il faut un développement économique. Même question problème état de droit. Doit dire que question espace politique là, les villes sont espace côté chaque monde derrière. Même au niveau, même toute pratique et société, même les quartiers populaires, manifestations, activités, les liées à question de précarité. Donc, les pas de développement économique à la base, eh bien, échoué. Et c'est peut-être ça, à la fin du 9e siècle, qui est très important. Edmond Paul, monsieur dit que nous pas besoin d'écrivains, intellectuels, nous parler en pile, nous besoin des ingénieurs des industries. C'est industrie nous besoin, eh bien, c'est le monde qui va entrer. Parce que toute société, on pour même la Chine. La Chine a dit qu'il commence à faire modernisation et développement académique et industriel. Et actuellement là, où tellement guérison, on parle de société de services. C'est question de technologie intellectuelle, c'est intelligence artificielle. Donc, toute société, ils mettent accent sur industrialisation, notamment sur technologie, sur développement, sur académie. Dans la deuxième tranche de la rubrique, professeur la qualité, la quitté la place, la crise de la qualité, donc c'est médiocre qui vient cap dominer. Donc, c'est paradoxal. Et ça que je pense que pour nous sortir dans la dynamique, ça, il faut gagner un projet politique. Il faut gagner un dialogue politique qui doit mettre au cœur de questions intérêt national, développement pays, et fondamentalement, c'est comment restructurer l'économie. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre dans une situation de pauvreté, de misère. Et la misère, elle crée toute bagaille. Donc question misère là, manque de développement économique, lié à la base d'un ensemble de dérapages politiques, institutionnels, socioculturels, même sécurité, même question et insécurité à tout, il s'est produit dans misère, dans souffrance, dans sous-développement. Parce que tout simplement, Haïti, il n'a pas fait saleté de faire cette modernisation économique.
Et la modernisation économique, ce n'est pas occidentalisation, c'est-à-dire que c'est entrer dans l'industrialisation, dans le développement structure économique. Et c'est ce que fait la Chine. La Chine, il commence à faire fondamentalement à partir de 1975, il dit la patrie. Il dit que au de démocratie, ok, mais il faut faire développement économique. Et même de ces grands pays européens, bien avant qu'il y ait parlé de démocratie, élection, il y a d'abord fait la révolution industrielle. Je vais poser trois petites questions directes, professeur Claudel Mézilas, pour les deuxième tranche pour nous finir. Des questions directes. Donc, série de dialogues politiques, des échecs en série aussi. Comment peut-être reprendre un dialogue, une discussion, pour parvenir à une solution, même si c'est ponctuel, sous crise ponctuelle là, au-delà du niveau fondamental de crise là? Quelles sont les stratégies, quels devraient être les mécanismes à mettre en place? Puis un processus de dialogue qui, que ce soit du côté des facilitateurs, des médiateurs et du côté également des protagonistes. Comment y parvenir? Rapidement. Oui, premièrement, pour que le dialogue ait confiance. C'est-à-dire que confiance, c'est l'élément fondamental dans tout le monde qui a discuté. L'ordre de parole, me respecter parole. Donc, confiance, c'est le premier élément qui vous fait un dialogue. Deuxième élément pour un véritable dialogue, il faut un sens de l'intérêt national. C'est-à-dire que c'est l'intérêt national là qui doit porter Mounio à Chita, puis capable de comment il est capable de poser grand problème pays, grande question pays. Et troisième élément dans le dialogue là, il faut être capable de qui ça a discuté, quel est le contenu du dialogue. C'est-à-dire que est-ce qu'on a parlé de questions refondation économique, refondation politique, refondation institutionnelle. Ce sont ces éléments-là et nous supposons mettre en place pour nous capables de jouer nos véritables dialogues. Parce que sans dialogue-là, si nous pas aller faire dialogue, eh bien, quelle est l'alternative? Donc, c'est le recours à la force, à la violence, etc. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire que dialogue-là, la communauté elle-même, l'idée de nation, de communauté, impliquer ce dialogue intersubjectif, ce dialogue national. Donc, au-delà de dialogue-là, donc, qui sont le faire, c'est pas dire que question confiance est important. Et puis l'intérêt national, et puis quel est le contenu de ce dialogue. Qui côté au placé et le dépassement de soi et la culture politique entre les hommes et les femmes qui discutent. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît, ou reprendre s'il vous plaît. Demandez-vous qui côté où tu as mis la question de dépassement de soi et la culture politique côté cité tout à l'heure. Côté tu as placé parmi toutes mots là. Eh bien, parce que dépassement de soi, nous sommes capables de reprendre l'exemple des ancêtres. Ça qui fait que ancêtres nous baillent indépendance, son dépassement de soi. Donc, que son union, son alliance. C'est-à-dire que, côté que un danger qui pèse sous ancien libre et nouveau libre, et bien par conséquent, il y a un dépassement de soi, et bien un mystique qui vient imprégner et qui fait que ils joignent et dialogue là, côté que vous êtes ensemble. Mais parce que, donc, fondamentalement, c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt de la nation. Parce que si vous n'avez pas intérêt pays d'abord, eh bien, vous n'êtes pas capable d'engager nos dialogues. Mais je me dis là, il faut que le respect est très fondamental, la confiance. Ce sont les éléments grâce auxquels un dialogue politique est possible. Maintenant, une mission multinationale est annoncée sur le pays pour aider la police nationale à résoudre la crise socio-sécuritaire. Donc, premier contingent doit arriver entre février. Donc, selon vous-même, est-ce que ça pourra aider à résoudre à court, à moyen terme, la crise sécuritaire et quel devrait être le comportement, oui, il y a deux façons de comportement, si vous me le permettez. Homme politique ou politicien, et il est capable de dire oui ou non, on a résoudre. Donc, aspect ça, moi quitter le politicien ou homme politique. Mais aspect théorique question, c'est que toute mission internationale, ma analyse de la sociologie politique, tout ce qu'on fait, il faut qu'il aborde nature question, nature crise là. Parce que Haïti, il a toujours des capacités pour résoudre sa crise d'IA. Crise 1940 est plus difficile que crise ça. Donc, il est résolu à travers l'entente. Donc, c'est que, quelle que soit la mission internationale ou pas qu'à venir, au-delà de une position politique ou mon capron, donc théoriquement, sociologiquement parlant, donc, il faut et cette crise-là, l'y aborder. C'est-à-dire que c'est lié social là, et c'est lié social ça qui doit inspirer toute action qu'a faite. Donc, si nous n'avons pas un bon dialogue politique entre nous, donc, quelle que soit mission qu'a faite, elle est difficile pour résoudre. Parce que le fondement même
de société, ça permet de nous vivre ensemble, eh bien, c'est la dynamique du semblable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une nation? C'est une communauté de semblables. Et donc, ces dialogues-là qui doivent rendre possible toute notre activité. C'est-à-dire que, quel que soit, on peut dire politiquement, moi-même, comme je ne parle pas en tant que politicien, etc., mon policier est capable de dire, oui, la résoudre, mais pas résoudre, c'est pas ça. C'est fondamental pour moi, pour résoudre la crise-là, quelle que soit la mission qu'a faite là, il faut aller l'intérêt national, il faut un dialogue politique, il faut une négociation pour aborder le cœur du problème. Parce que l'insécurité, sont des bagages conjoncturels, n'est pas structurel. C'est-à-dire que chaque structurel là, c'est question dynamique économique, question institution politique, question culture politique là. Donc, si on résout cette question de dialogue politique, de culture politique, de négociation politique, mais tout le reste, ça est capable de résoudre. Parce que, et nous connaissons très bien que l'insécurité, c'est pour un bagage qui est structurel, et son bagage conjoncturel. Maintenant, professeur Claudel Mézilas, à regarder le tableau qui, effectivement, est sombre en 2023, d'après vous, quelles sont les perspectives pour 2024 sur le plan économique d'abord et surtout, politique et sécuritaire ensuite et enfin? Les perspectives. Bon, perspective d'abord, c'est que dans le discours, le premier ministre de Zouba qui est très important, il y a deux mots. Il dit, il y a un mot combit, un mot lambi. Bon, c'est concept combit là, nous avons supposé mettre et perspective, vous pouvez sortir dans la crise que il y a, si nous allons rentrer dans dérapage, dans violence permanente, son combit. C'est-à-dire que son tête ensemble, dialogique, pour nous sortir à côté de l'IA. Parce que le combit, il y a une dimension ludique, il y a une dimension esthétique, il y a une dimension anthropologique, il y a une dimension pratique. C'est-à-dire parce que même nos pays ont changé. Nous avons les République d'Haïti, que les paysans ne comprennent pas, mais plutôt Haïti combit. Tout le monde a compris, que combit là, que c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est perspective pour pays à sortir côté là. Si pas bien entrer dans violence permanente, dans crise permanente, dans insécurité, son combit, c'est le combitisme. C'est-à-dire, il faut combitiser la politique, l'économie, la société. C'est-à-dire, la perspective, c'est la combitisation du pouvoir, de l'économie, du savoir, de la société. Ouais, verbaliser le mot combit, c'est la combitisation. Ou créoliser. C'est être ensemble. Au-delà de lui-même, pas de solution. Quelle que soit la société que liée à, gens que liée à, si vous parlez de tête ensemble, ce n'est pas l'étranger. Et nous, rapidement, et dit ça. Dans l'histoire du pays, ça les communautés internationales là, sont communautés de grande puissance, la défense intérieure, Haïti était toujours contre Haïti depuis 1804. Donc, les communautés internationales là, il est toujours face à des pays émergents. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le national qui doit s'organiser dialogiquement, de façon combitique, pour lui remettre en question hégémonie internationale. Ce n'est pas mon puissance nationale. Par exemple, il y a un grand sociologue bolivien qui s'appelle René Savaleta. Pour finir rapidement. C'est la forme primordiale. La forme primordiale, c'est la nation qui s'organise, qui forme et qui construit l'État, qui construit la société. Donc, moi, c'est que comme perspective, fondement pour nous sortir côté nous là, c'est le combat, c'est-à-dire le dialogue, l'entente, tout le monde inclus, c'est l'inclusion, c'est-à-dire la politique en soi, c'est la pluralité, c'est la diversité, mais il faut qu'au nom de l'unité nationale, nous dépassons cette pluralité. Donc ce que je dis, il faut une unité de la pluralité, c'est-à-dire l'unité combitique, nationale, au-delà des divergences politiques. Donc tout dialogue, tout pays à sortir côté l'IA là, c'est le combat, c'est le dialogue. Donc opposition et pouvoir, ils fait tout ça au capable, ils retrouvent la mystique de 1804. Pour retrouver le mythe de 1804, pour retrouver la sacralité de 1804, pour nous quitter trop ingérence étrangère dans le pays. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, professeur Claudel Mézilas, auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, dont sur des sujets parlant d'Haïti. Donc, vous rappelez-nous que pour payer à sortir dans sa LIA, il faut du combitisme, le combit. Donc, vous l'avez bien expliqué aussi. Pour un bon dialogue, il faut de la confiance. Mettre l'intérêt national au-dessus de toute autre chose, le respect et le contenu du dialogue, notamment, et les acteurs doivent avoir un peu de culture politique aussi pour y parvenir. Merci beaucoup de votre disponibilité à Radio et Télémétropole. Merci beaucoup à vous-même et moi toujours disponible et disposé
et pour moi répondre à l'invitation. Et encore une fois, bonne année à vous-même, à tout personnel là, et à toute société là, et à tout homme politique, et pour voir, monsieur, que je nous combine et à problème pays. Bonne année à vous aussi, professeur. Bonne année à vous également, madame, monsieur. Et merci d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.